Nous sommes en 1873, une époque de grands changements et de progrès, où l'ancien monde rencontre le nouveau. La révolution industrielle bat son plein, transformant les villes et les vies à travers l'Europe. Bordeaux fourmille de l'énergie de la France industrielle. Les rues sont animées par le cliquetis des calèches et les bavardages des marchands. C'est une ville qui incarne l'esprit de progrès et d'innovation. Parmi ces nombreuses entreprises florissantes se trouve la Manufacture des Tabacs de Bordeaux, une manufacture de tabac appartenant à l'État. Cette imposante structure est un symbole de l'ère industrielle, fournissant du travail à des centaines d'ouvriers. C'est un lieu de travail pour beaucoup, sa présence se fait sentir dans toute la ville. Les cheminées de l'usine dominent les toits, un rappel constant du travail et de l'industrie qui anime l'économie de Bordeaux. Jean Blanco, un artisan travailleur, rentre chez lui chaque jour en passant devant les portes de l'usine. Ses mains sont calleuses après des années de labeur, mais son esprit reste intact. Il rêve d'un avenir meilleur pour sa famille. Il porte l'espoir d'une vie meilleure pour sa famille, notamment pour sa jeune fille, Agnès. Chaque pas qu'il fait est alimenté par l'amour et la responsabilité qu'il ressent pour eux. La vie est une tapisserie de joie simple et de lutte quotidienne. La famille partage des moments de rire et de chaleur, mais elle est également confrontée aux dures réalités de l'époque. Ils trouvent de la force les uns dans les autres, naviguant ensemble à travers les défis. Mais le destin, comme souvent, en a décidé autrement. Un orage se prépare à l'horizon, un orage qui mettra à l'épreuve leur résilience et changera leur vie à jamais. Le rythme ordinaire de la vie à Bordeaux est sur le point d'être irrémédiablement bouleversé. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, inconscients du changement sismique qui est sur le point de se produire. Un incident apparemment insignifiant à la manufacture de tabac va déclencher une chaîne d'événements aux conséquences considérables. Ce qui commence comme un simple différend va se transformer en une bataille juridique historique, gravant à jamais le nom de Blanco dans les annales de l'histoire juridique française. Cette affaire remettra en question les fondements mêmes du droit du travail et créera un précédent pour les générations à venir. Un après-midi, alors qu'Agnès joue près de l'usine, une charrette transportant du tabac, conduite avec négligence par un ouvrier, dévie de sa trajectoire. La lourde charrette percute Agnès, lui infligeant de graves blessures. Les rires insouciants de l'enfance sont remplacés par des cris de douleur perçants. « Agnès! Oh non, ma douce Agnès !» Jean, alerté par le tumulte, se précipite aux côtés de sa fille. Son cœur se serre à la vue de sa petite fille, brisée et meurtrie. Submergé par le chagrin et la colère, il jure de demander justice pour Agnès. L'usine, pense-t-il, doit être tenue responsable de la négligence qui a causé tant de souffrance à sa fille. Déterminé à obtenir réparation, Jean Blanco intente un procès à la Manufacture des Tabacs de Bordeaux devant le tribunal civil local. Il exige une compensation pour le préjudice subi par sa fille. Cela semble être un cas de négligence évident, une affaire que les tribunaux civils doivent résoudre. Votre honneur, il s'agit d'un cas de négligence manifeste. L'usine doit être tenue pour responsable. Cependant, le tribunal se déclare incompétent pour juger l'affaire. Puisque l'accident a impliqué une usine appartenant à l'État, il relève du droit public et non du droit privé. L'espoir de Jean d'une résolution rapide s'effondre. Les tribunaux civils, semble-t-il, se sont lavé les mains du sort de sa fille. Sans se décourager, Jean Blanco fait appel de la décision, portant son affaire devant les hautes juridictions. Sa détermination est inébranlable, alors qu'il cherche justice dans un paysage juridique complexe. Le système juridique français, avec ses juridictions distinctes pour le droit public et le droit privé, est confronté à un dilemme. Cette dualité conduit souvent à la confusion et au conflit, en particulier dans les cas où les frontières entre les intérêts publics et privés sont floues. L'affaire atterrit devant le tribunal des conflits, une juridiction spéciale chargée de résoudre les conflits de compétences entre les juridictions civiles et administratives. Créé en 1872, ce tribunal joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des pouvoirs au sein du système juridique français. Messieurs les juges, l'usine appartenant à l'État, lorsqu'elle exerce des activités industrielles, devrait être soumise aux mêmes règles de responsabilité que toute entreprise privée. Ce principe garantit l'équité et la responsabilité, quel que soit le statut public ou privé de l'entité. Les avocats du gouvernement rétorquent que l'usine opère dans l'intérêt public et bénéficie de l'immunité souveraine. Ils soutiennent que la nature unique des activités de service public justifie des considérations et des protections juridiques spéciales.
Les arguments présentés devant le tribunal des conflits sont passionnés et précis. Chaque partie apporte des preuves convaincantes et des précédents juridiques pour étayer ses affirmations, rendant la décision du tribunal d'autant plus difficile. L'issue de cette affaire créera un précédent, influençant l'équilibre entre le droit public et le droit privé en France pour les années à venir. La décision du tribunal aura non seulement un impact sur les parties concernées, mais elle façonnera également l'avenir des interprétations juridiques dans des affaires similaires. Section 5. Un jugement historique. La naissance du droit administratif. Ce chapitre explore les origines d'une transformation juridique significative qui a remodelé la relation entre l'État et ses citoyens. Le tribunal des conflits, dans une décision historique du 22 janvier 1873, se prononce en faveur de Jean Blanco. Cette affaire, connue sous le nom d'affaire Blanco, devient une pierre angulaire du développement du droit administratif. Le tribunal affirme que si l'État jouit de l'immunité souveraine en matière de puissance publique, il est soumis à des règles différentes lorsqu'il se livre à des activités industrielles. Cette distinction est cruciale, car elle délimite les frontières de la responsabilité de l'État. Cet arrêt essentiel établit le principe que l'État, lorsqu'il agit comme une entité privée, peut être tenu responsable des dommages causés par sa négligence. Il marque un tournant important dans la pensée juridique, reconnaissant que l'État doit être responsable de ses actes dans certains contextes. La doctrine Blanco, comme on l'appellera, jette les bases d'une nouvelle branche du droit en France, le droit administratif. Cette doctrine influence non seulement le droit français, mais sert également de modèle pour les systèmes de droit administratif du monde entier. Ce nouveau domaine juridique, distinct du droit civil, est conçu pour réglementer les actions et les responsabilités de l'État et de ses agences. Il garantit que l'État, bien que puissant, n'est pas au-dessus des lois et doit opérer dans un cadre de responsabilité et d'équité. Section 6. Justice pour Agnès. Le Conseil d'État se prononce. La question de compétence étant réglée, l'affaire retourne devant une juridiction inférieure, cette fois un tribunal administratif. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, examine finalement l'affaire. La Cour examine attentivement les preuves, en tenant compte de l'étendue des blessures d'Agnès et de la négligence de l'ouvrier. Le Conseil d'État, confirmant les principes établis dans l'arrêt Blanco, déclare la manufacture des tabacs de Bordeaux responsable de l'accident. Agnès et sa famille reçoivent une indemnisation pour ses souffrances et les soins continus dont elle a besoin. Justice, bien que longtemps différée, a finalement été rendue. Section 7. L'héritage durable de l'affaire Blanco. Façonner le droit français. L'affaire Blanco, aux origines apparemment banales, devient un tournant dans l'histoire du droit français. L'affaire ouvre la voie au développement d'un système complet de droit administratif, changeant à jamais la relation entre l'État et ses citoyens. Comme le souligne le juriste Jean Rivero, l'affaire Blanco est considérée comme l'acte de naissance du droit administratif français. Le principe d'égalité devant les charges publiques, consacré par l'arrêt Blanco, établit que l'État, bien que doté d'un pouvoir important, n'est pas au-dessus des lois. Il doit être tenu responsable de ses actes et de ceux de ses agents, comme toute autre entité. Section 8. Conclusion. Réflexion sur l'importance de l'affaire Blanco. L'affaire Blanco témoigne du pouvoir d'un individu qui recherche la justice contre des obstacles apparemment insurmontables. La poursuite indéfectible de la responsabilité, par Jean Blanco, pour les souffrances de sa fille, a forcé une prise de conscience juridique, conduisant à la naissance d'un nouvel ordre juridique en France. L'affaire nous rappelle que le droit, même dans ses formes les plus complexes et apparemment impersonnelles, est en fin de compte un instrument de protection des droits et de réparation des griefs des gens ordinaires. Section 9. Au-delà de l'affaire Blanco, l'évolution du droit administratif. Depuis ses débuts avec l'affaire Blanco, le droit administratif français est devenu un domaine complexe et nuancé, s'adaptant aux besoins évolutifs d'un État moderne. Il régit un large éventail d'activités, allant de la réglementation environnementale et des projets de travaux publics à l'éducation et aux soins de santé. Les principes inscrits dans l'arrêt Blanco continuent de guider les actions de l'administration française, assurant un équilibre entre les besoins de l'État et les droits de ses citoyens. L'affaire Blanco, bien que produit de son époque, continue de résonner dans les salles de justice, rappelant que le droit doit évoluer pour répondre aux exigences changeantes de la société.